Très bien. Bonjour à tous. Merci d'être venus assister à cette conférence sur le sujet de la transition numérique et de sa compatibilité ou comment elle peut soutenir une autre transition importante qui nous intéresse beaucoup à l'ISARA, qui est la transition agroécologique. Donc pour cette conférence, je vais pas trop parler, j'introduis simplement. C'est surtout deux personnes, Xavier qui est à ma droite et Corentin qui est encore assis pour prendre la parole plus tard, qui vont nous faire un topo sur ce sujet, qui est un vaste sujet, tellement vaste qu'on ne traitera certainement pas de toutes les questions, mais l'idée c'est de vous donner un panorama assez large des enjeux associés à ces deux transitions et de où est-ce qu'on en est en termes, quand on parle de numérique en agriculture, d'où est-ce qu'on en est. Et on continuera à traiter ce sujet-là aussi avec l'enregistrement de podcasts, La charrue avant les bœufs, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, où on ira plus loin sur d'autres sujets a priori. Donc l'idée, pour vous dire, c'est qu'on a grosso modo 40-45 minutes de présentation entre Xavier et Corentin. Et ensuite un temps dédié à vos questions, un échange avec vous. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller plus loin. On aura un temps aussi dédié à cet échange-là. Donc sans vouloir faire l'éloge de nos deux invités, même si c'est vraiment très chouette qu'ils puissent se joindre à nous aujourd'hui pour traiter de ces questions, on a deux personnes qui sont très expertes, potentiellement, probablement bien plus expertes que beaucoup d'entre nous dans la salle sur ces questions de transition numérique. Xavier, donc, qui travaille pour l'INRAE, qui est directeur de recherche à l'INRAE, et qui est notamment, parmi toutes les casquettes que tu as, chargé de mission par la direction scientifique, c'est ça, sur ces questions de numérique. Je l'ai bien dit, super. Et Corentin, qui prendra la parole un peu plus tard là, dans la conférence, qui lui est consultant, formateur, expert de ces questions de numérique en agriculture, avec une structure qu'il a créée, qui est Aspexit, qui réalise pas mal de choses. Et notamment, si vous vous intéressez à ces questions de numérique, je vous invite à aller jeter un œil à son blog, qui est vraiment très complet, avec des dossiers très fouillés, qui sont, moi je trouve en tout cas, très intéressants. Donc on est content que Corentin ait pu se joindre à nous aussi aujourd'hui. Donc l'idée, c'est que Xavier, tu commences la présentation, donc je vais lui laisser la parole, grosso modo une vingtaine de minutes à peu près, ça peut être un petit peu plus, mais on essaie de ne pas trop dépasser, et puis ensuite Corentin prendra la suite avant le temps de questions. Donc on ne vous laissera pas de temps de questions entre les deux présentations, sauf si vraiment vous avez une question qui vous brûle les lèvres parce que vous n'avez rien compris, et à la limite on peut la prendre, mais on est plutôt dans l'idée de discuter ensuite. Très bien, je vous remercie. Xavier, je te laisse prendre la parole et à plus tard. Merci Florian, merci à tous. Merci pour cette invitation d'être ici avec vous à l'ISARA, ça me fait très plaisir. Et donc, sans plus attendre, j'ai essayé de dresser un panorama des enjeux auxquels l'agriculture est confrontée et dans une deuxième partie de regarder comment la transition numérique peut apporter ou pas un certain nombre de pistes. Alors, ce que vous connaissez d'habitude, c'est le jour de dépassement de la planète et on voit bien qu'en fait, de plus en plus, ça arrive tôt. Donc, on voit qu'on tire très fort sur la planète. Une autre manière que les scientifiques ont de représenter cette même chose-là, c'est de le réfléchir par rapport à un certain nombre de grandeurs qui ont besoin de rester intègres pour garantir une forme de durabilité du fonctionnement de la planète. Alors, ça va du pH des océans à l'utilisation des terres et ou aux grands flux, par exemple, d'azote et de phosphore à l'échelle de la planète. Eh bien, par rapport à ces dépassements qui apparaissent en orange sur cette diapositive, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels l'agriculture est fortement contributrice à ces dépassements. Et donc, je les ai marqués avec un petit panneau ici interdit. La pollution chimique, la charge d'azote et de phosphore à travers l'engrais, évidemment le cycle de l'eau dans une moindre mesure, la conversion des terres très forte, la question des bilans de carbone, la perte de biodiversité et la limitation des services écosystémiques et puis la pollution de l'air dans un moindre degré. Donc vous voyez que par rapport à toutes ces limites planétaires, l'agriculture est directement ou indirectement impactée et impactante sur toutes ces dimensions-là. Alors je vais revenir sur certaines d'entre elles et je vais commencer juste par le choix d'une agriculture intensive dépendante des pesticides. Et vous avez ici un travail qui avait été mené par Solagro qui a essayé de rendre public pour chaque commune l'utilisation des pesticides et qui a dressé une carte qui montre pour chacun d'entre nous quelle est la position de sa commune particulière sur cette carte entre du vert et du rouge. Et puis vous avez les synthèses nationales qui sont produites au moment
des bilans d'éco-phyto qui montrent la consommation des pesticides tel qu'il est suivi par la base de vente des pesticides, avec en gros une oscillation, mais une stabilité de l'utilisation des pesticides en France. Si on réfléchit à une échelle un tout petit peu plus large, comment l'Europe se positionne à l'intérieur des pays européens, eh bien, on est dans la bonne moyenne, puisque la moyenne européenne, c'est 3,3 traitements par hectare et par an, et la France se positionne à 3,4, avec des fortes hétérogénéités, évidemment, selon les filières. Et en fait, ce qui a surtout baissé et évolué au cours des dernières années, sous l'impulsion d'Ecophyto, c'est de faire disparaître une famille de molécules qui posent problème, celles qui sont cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, qu'on appelle les CMR. Et vous avez ici sur le graphique l'évolution du nombre de molécules CMR qui restent encore utilisées en agriculture, et on est passé d'un peu plus de 300 à moins de 100 molécules concernées. Donc les phytos continuent à être utilisés massivement. En revanche, les plus dangereux ont fortement été réduits. Voilà. Alors, tout ça, évidemment, génère une pression importante sur l'environnement et la biodiversité, parce que les pesticides sont, pour la majorité des agriculteurs, la clé de voûte de leur système de production. Et donc, un résultat majeur qui a fait couler beaucoup d'encre est représenté par ce petit graphique en haut, qui est un travail réalisé par les Allemands, qui ont juste compilé la biomasse d'insectes sur des dispositifs observés au cours des dernières décennies, et qui montre une perte généralisée de 3/4 en gros de cette biomasse d'insectes. Et dans d'autres travaux, il y a eu une tentative d'essayer de corréler cette baisse d'insectes à des facteurs majeurs. Et le premier, c'est l'utilisation des terres, et donc des terres très uniformes avec très peu de place pour des pollinisateurs, par exemple, qui a très peu de fleurs, va jouer un rôle majeur. Donc un quart de la responsabilité de la perte de biodiversité est liée à l'utilisation des sols, et juste derrière, les pesticides sont la seconde cause de perte de ces insectes. Alors la pollution des terres est en fait généralisée, et donc ici à travers des petits camemberts, la présence de pesticides dans des sols agricoles à travers l'Union européenne. D'un pays à l'autre, ça change, mais il y a une constance, c'est qu'on retrouve des teneurs en pesticides souvent très élevées dans à peu près tous les sols agricoles à travers l'Europe, et on pourrait généraliser ça dans le monde. Et une revue mondiale de la contamination des sols montre comment ces choses-là ont évolué au cours des dernières années. Alors après, l'autre impact majeur des pesticides concerne directement les utilisateurs, et là j'ai repris juste une diapositive qui est issue d'une synthèse qui est produite par le comité de reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides. Et donc les pesticides sont reconnus comme une maladie professionnelle pour les agriculteurs. On sait notamment que ça génère des maladies de Parkinson. Et sur les données de 2021, par rapport à l'année 2020, il notait plus 31% de cas, et dont on voit apparaître les premiers cas où en fait on a des demandes de prise en charge pour des enfants qui ont été exposés durant la période prénatale. Et ça a vocation, enfin sans doute ce nombre de cas va beaucoup augmenter avec la reconnaissance du caractère perturbateur endocrinien d'un certain nombre de familles pesticides. Alors les agriculteurs continuent à être de moins en moins nombreux. Ils représentent une part de la population active de moins en moins nombreuse. Le nombre d'exploitants a continué à baisser. Les superficies agricoles ont légèrement baissé, et la production agricole, avec une base 100 en 1990 et à 108 en 2020. En revanche, la valeur économique qui est en très plein est descendue de 100 à 84, et donc plutôt une érosion de la valeur de la production agricole, avec sur la partie droite, mais on ne la regardera pas maintenant, un découpage par grand type d'OTEX, par grand type de production. Alors toute cette augmentation de la productivité de l'agriculture a évidemment des effets divers. On a vu qu'ils impactaient l'environnement et qu'ils étaient très dépendants de la chimie et de la mécanisation. Elles induisent des effets, alors pour l'agriculteur, pour les filières et pour les consommateurs. Alors pour les agriculteurs, en fait, les volumes continuent à augmenter et les prix baissent, et donc en gros, les agriculteurs de maintenant ne sont pas plus riches que l'étaient leur père ou leur grand-père, et ils se suicident à peu près autant.
Un agriculteur actuellement en France fait vivre 1,8 actifs de manière directe et 1,6 actifs de manière indirecte. Donc l'agriculture est le support de chaînes de transformation importantes qui génèrent beaucoup d'emplois et c'est souvent un argument qui est utilisé. Et puis pour vous consommateurs, vous avez ici la part que représente l'alimentation dans le salaire des ménages. Et en France, on est à peu près là aussi dans la moyenne, avec entre 13 et 15% du montant des salaires qui partent dans votre alimentation. Et donc cette augmentation de la productivité de l'agriculture, vous en bénéficiez à travers le coût de votre alimentation qui a baissé en 1950, à la sortie de la Deuxième Guerre. Le salaire des ménages, enfin 50% du salaire des ménages était consacré à l'alimentation. Donc on a baissé d'un facteur assez considérable. Donc si je fais un bilan sur cette partie diagnostic de l'agriculture, nous avons fait le choix d'une agriculture intensive, mais elle a des limites sur la viabilité de la planète. Elle porte atteinte à la santé de l'environnement et à la biodiversité. Et elle se fait dans un contexte où la population agricole diminue et a du mal à vivre. Et donc, évidemment, tout ça amène à imaginer qu'il faille changer notre modèle agricole, vous le savez bien, et donc aller vers une agriculture qui soit plus enviable, et pour ça, moins dépendante de l'artificialisation et donc de l'utilisation des intrants, que ce soit les fertilisants ou les pesticides. Et donc, on est à la recherche de méthodes plus douces, moins invasives. En fait, l'idéal, ça serait d'arriver à piloter le fonctionnement de l'écosystème à travers des stratégies qui visent plus à essayer de gérer des trajectoires d'évolution, éviter les pullulations de ravageurs, par exemple, plutôt que d'appliquer des méthodes curatives où on arrive avec un pesticide pour détruire la population des ravageurs qui posent problème. Et tout ça dans un objectif de maintenir la production avec des méthodes qui soient à la fois efficientes, faciles de mobilisation par les agriculteurs et qui soient productives. On bute donc sur un paradoxe où on voudrait en gros faire mieux avec moins. Et toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire ça. Et donc a émergé l'idée que pour faire des systèmes qui soient moins artificialisés et moins dépendants des intrants, il fallait s'appuyer beaucoup plus sur les propriétés que pouvaient générer les systèmes eux-mêmes. Et donc, du coup, aller alimenter une partie de l'agronomie avec des principes qui peuvent être ceux qui régissent le fonctionnement des écosystèmes naturels, donc qui sont étudiés en écologie. Et donc, sur cette base-là, évidemment, il y a toute une frange de personnes qui prônent de pousser vers la transition agroécologique avec un certain nombre de définitions qui ont été proposées, mais qui tournent tout autour de l'idée qu'il faut changer notre modèle agricole pour mieux tirer profit des ressources disponibles localement, que les systèmes ne s'épuisent pas et donc qu'ils reconstituent eux-mêmes une partie des ressources dont ils ont besoin. On retiendra la définition aussi des 3 dimensions sciences, pratiques et mouvement social pour l'agroécologie, issue de travaux menés ici dans cette maison Isara. Et merci à vous pour avoir fait ça. Les derniers travaux disent, en fait, on ne peut pas changer les modèles de production si on ne change pas aussi les modèles de consommation. Donc, il y a une réflexion sur une échelle plus large qui essaie d'intégrer non pas seulement les questions agricoles, mais aussi du coup les questions de consommation et de recyclage et bouclage des cycles géochimiques à des échelles plus larges. Alors, par rapport à ce principe ou cette envie de faire basculer l'agriculture vers l'agroécologie, on peut lire d'autres choses. Là, j'ai repris juste un rapport de l'USDA qui date de février dernier, dans lequel, si je lis juste le bout du milieu, le potentiel pour transformer le secteur agricole aux USA, grâce à ces technologies dont il parle du numérique, est considérable. En particulier, nous attendons à ce que le numérique ait le potentiel d'accroître l'efficacité du secteur agricole, tout en contribuant à la réduction des coûts, à l'augmentation des rendements et ou à l'amélioration du bien-être des exploitants agricoles. Donc, par rapport à cette définition, circuler, il n'y a rien à voir. On fait comme d'habitude, on pousse dans le sens où ça va déjà, toujours plus et toujours plus d'artificialisation pour des systèmes les plus robustes possibles dans cette vision des faits. Autrement dit, la question de savoir si le modèle agroécologique peut demain être le modèle retenu à l'échelle planétaire se pose et tout le monde ne partage pas l'idée que ce sera une évidence. Et du coup, dans ce contexte, effectivement, c'est important de se poser la question de savoir si on a le choix. Je vais revenir très rapidement là-dessus. Et puis après, comment est-ce que le numérique et les agroéquipements peuvent éventuellement être des marges de progrès.
Alors cette diapositive, juste pour signaler un point qui me semble très emblématique, qui est que cette année, on a atteint le point de bascule où une ruche aux États-Unis rapporte plus à travers son service de pollinisation qu'elle ne rapporte à travers le miel que l'on peut commercialiser. Jusqu'à présent, la première production d'une ruche, c'était de faire du miel. Et depuis en gros cette année, avec les chiffres qui sont proposés là, un apiculteur va toucher plus de sous en amenant sa ruche pour polliniser les vergers d'amandiers dans le sud des États-Unis. Il va toucher 200 euros pour apporter ce service. Et donc on voit bien qu'on a basculé dans un système où le service de pollinisation est devenu quelque chose de rare. Alors évidemment, tous ces points-là sont repris par les politiques. Et là, j'ai juste remis les ambitions définies par le Pacte vert européen, sur lequel nous sommes actuellement, et qui reprend un certain nombre d'ambitions de baisse par rapport à des objectifs qui sont très en phase avec l'idée qu'il faut faire bouger l'agriculture. Pour autant, on est loin du compte. J'ai repris ici les courbes qui montrent l'évolution de différents facteurs, les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation de l'azote, la vente de pesticides, et où la part d'agriculture en agriculture biologique. Et vous avez avec les barres en bleu la situation actuelle. Et vous avez avec la barre en gris l'objectif qu'il faudrait atteindre si on voulait rentrer dans le calendrier du pacte vert. Et vous avez sur la base de la courbe en bleu existante la projection de où est-ce qu'on va si on suit le même trajectoire. Et donc on arrive au point rouge avec éventuellement deux période pour calculer le point rouge. Et vous voyez que tous les points rouges sont en dehors des barres grises, à l'exception éventuellement de la proportion d'agriculture biologique qui peut être un objectif que l'on peut peut-être atteindre, mais pour les autres, on va être très loin du compte. Et donc, il y a une sorte de pari où on annonce qu'on veut changer l'agriculture et dans le même temps, on voit que personne n'est sur la trajectoire pour nous y amener. Donc, le bilan de cette partie, c'est que le choix de l'agroécologie relève, à mon sens, plus d'une obligation que d'une option. On pourra en discuter si vous voulez. Mais ça suscite beaucoup les agriculteurs à qui on enlève des leviers qu'ils connaissaient bien. C'est un changement de paradigme qui va s'appuyer sur 3 piliers: les actions préventives, les régulations naturelles et la fonctionnalité de l'agroécosystème. On pourra là aussi revenir là-dessus. Et puis, cette approche, évidemment, s'applique à l'agriculture, mais concerne l'ensemble de la chaîne de valeur jusqu'au consommateur. Et notamment, il a mission de participer à aider à la reconnaissance de performances qui ne soient pas directement marchandes, notamment les impacts sur l'environnement ou la biodiversité, peuvent être pris en charge par des cahiers des charges. Voilà, donc je dirais qu'on ne connaît pas toutes les pièces du puzzle. C'est pour ça que l'agroécologie, ça demeure un pari, d'une certaine manière. Et pour autant, c'est enviable et incontournable. Mais maintenant, du coup, l'agroécologie, dans le langage courant, on a tout mis là-dedans, donc il faut trier parce que l'agroécologie ne peut pas être parée de toutes les vertus. Enfin, disons qu'il y a un certain nombre d'entre elles qui seront incompatibles et donc il faut garder les plus importantes. On bute sur une difficulté de dialogue. Certains parlent d'un horizon à atteindre, c'est ce qu'on a vu, et c'est un objectif enviable pour rendre la planète viable. Et d'autres voient surtout des obstacles à court terme qui viennent se dresser dans leur capacité à faire leur métier. Donc on est sur une tension entre la société et l'agriculture, et il sera extrêmement important de travailler sur comment est-ce qu'on diminue ce fossé éventuel qui a plutôt tendance à s'accroître les dernières années. Voilà. Et donc du coup, comment on peut apporter des réponses concrètes aux agriculteurs, et notamment du coup la contribution à la place des technologies dans cette affaire-là. Alors c'est un sujet d'actualité. J'ai juste remis là le fait qu'il y a eu un livre blanc fait par INRA et INRIA sur l'agriculture et le numérique, qui peut contenir un certain nombre de pistes. Il y a un grand programme de recherche qui s'appelle Agroécologie et numérique, qui reprend donc les thèmes de l'exposé d'aujourd'hui, et dans lequel il y a 65 millions d'euros prévus pour financer un certain nombre de projets qui sont décrits sur ce site. Et puis, il y a d'autres événements connexes, et notamment, donc, pour la science, ça fait un numéro spécial sur le numérique. Est-il un progrès durable? Voilà. Donc, dans tous ces éléments, dans toutes ces sources-là, il y a beaucoup de choses qui sont discutées que je ne vais pas reprendre, mais vous pouvez là aussi imaginer, poser des questions. Et donc, je vais dresser extrêmement rapidement 2-3 éléments, parce que je ne veux pas manger les bouts que Corentin va développer, autour de choses qui sont actuellement disponibles sur le marché et qui présentent des signaux faibles d'une tendance potentielle à changer l'agriculture à travers du machinisme ici,
et puis du numérique dans la diapositive d'après. À travers le machinisme, on voit apparaître des semoirs qui sont multitrémies, et donc on peut semer en même temps la culture et des couverts végétaux, et donc semer plusieurs choses dans la parcelle, ce qui permet de couvrir le sol et d'améliorer l'efficience de l'eau et ou de maintenir la matière organique dans les sols. Sur la photo en bas à gauche, un robot qui sème les betteraves et vient les nettoyer en ayant la charge d'entretenir un certain nombre d'hectares de betteraves. Et donc, il a enregistré l'endroit où il a mis chaque semence, et donc il revient sur la base de la carte qu'il a mémorisée, et il n'a pas de caméra pour faire son travail de désherbage. D'autres qui montrent que l'on peut utiliser des méthodes alternatives pour gérer les mauvaises herbes sans passer par des pesticides, et souvent utilisant derrière des méthodes de reconnaissance d'images. Alors après, d'autres travaux ont été faits, notamment les Hollandais travaillent beaucoup sur un système où en fait on cultive en bande, ce qui permet de maintenir la mécanisation. Et rien que ces systèmes-là ont des vertus, puisqu'ils permettent, sans baisser les rendements et sans changer l'assolement, de récupérer 15% de biodiversité supplémentaire. Alors des travaux de synthèse ont montré l'intérêt de la diversification. Chaque fois qu'on diversifie, on se pose la question de savoir si ça diminue ou si c'est neutre ou si ça augmente des caractéristiques intéressantes telles que la fertilité des sols et ainsi de suite. Et donc si c'est en vert, c'est que c'est positif, et vous voyez que les graphiques sont massivement verts, ce qui montre qu'en moyenne, il y a des bienfaits à diversifier la rotation, mais évidemment ça bute sur la simplification des systèmes de culture. On peut jouer sur quelque chose sur lequel on a peu travaillé encore jusqu'à présent, mais qui a montré son efficacité dans certains dispositifs, et notamment donc jouer sur la perturbation des cycles de reproduction de ravageurs. Ici, des papillons qui vont pondre sur les grappes de raisin, et on peut donc émettre des phéromones avec des pulvérisateurs dédiés, des diffuseurs dédiés qui vont empêcher les mâles de trouver les femelles, et donc gérer une forme de contraception de la population grâce à ces systèmes-là. Et donc au début, on mettait les phéromones tout le temps. De plus en plus, et elles coûtent cher, de plus en plus on met les phéromones au bon moment. Et donc on va utiliser des dispositifs où on sait que le papillon est présent, par exemple, pour décider de la période de lâcher, ce qui permet d'augmenter beaucoup l'efficacité de cette pratique et de diminuer son coût. On voit donc qu'il y avait tout un tas d'alternatives aux pesticides qui existaient dans les tiroirs et qui étaient plus ou moins déployés, et pour lequel le fait qu'on enlève un certain nombre de pesticides amène à ce qu'il y ait besoin de les optimiser, qu'il y a des marges de progrès considérables qui font que ces systèmes-là vont finir par être plus efficaces et moins chers que les méthodes chimiques de lutte. Donc une note d'espoir de ce point de vue-là. En fait, le numérique, en partie pour l'agriculture, peut essayer de permettre de rendre visible l'invisible, et ça permet de prendre en compte les dimensions non marchandes. Et donc, il y a différents dispositifs, par exemple, pour suivre la biodiversité, héberger et évaluer derrière un potentiel de régulation naturelle permettant de décider que s'il y a suffisamment d'auxiliaires présents, on peut faire l'hypothèse d'une impasse. Donc voici tout un tas de choses qui ne relèvent pas encore vraiment de l'agroécologie, mais qui sont dans la bonne trajectoire pour amener à une prise en compte de ces leviers-là qui permettent de faire changer l'agriculture. Alors tout ça, évidemment, peut être réalisé par l'agriculteur, mais il peut être complété par la lisibilité que l'on donne à cet effort. Actuellement, un agriculteur qui pollue n'a pas une comptabilité différente d'un agriculteur qui ne pollue pas, et c'est important de le rendre visible. Et donc, un certain nombre de labels ont défini des cahiers des charges auxquels l'agriculteur peut adhérer. Et sur cette base-là, en fait, le numérique peut aider à s'assurer qu'il a bien couvert les attentes de son cahier des charges. Et si on a des mesures possibles, alors on peut passer d'une logique d'obligation de moyens. Vous ne devez pas utiliser de pesticides, ou vous devez faire une fertilisation minérale, organique simplement si vous êtes en AB, à quelque chose qui peut être plus quantitatif. Est-ce que vous avez un delta de stockage du carbone dans vos sols l'année X ou l'année Y? Voilà. Et donc, en gros, on peut définir, mais ça, Corentin va revenir là-dessus, quelques grandes classes d'utilisation du numérique qui vont toutes aider au pilotage avec des outils d'aide à la décision pour l'agriculteur, pour gérer des systèmes qui sont complexes. On peut mieux anticiper
tout le fonctionnement des systèmes à des échelles emboîtées, du local au global. Et donc, on a la capacité à mettre en place des systèmes d'assurance et donc une meilleure gestion des risques. Évidemment, on peut capturer des hétérogénéités dans les parcelles et ajuster en fonction des hétérogénéités, soit pour les masquer, soit dans le cas de l'agroécologie, au contraire, pour les valoriser au mieux et essayer du coup de mettre un milieu le moins prévisible possible pour que les ravageurs aient, par exemple, plus de difficultés à s'étendre. Et on peut, derrière, à travers la traçabilité que l'on donne à l'ensemble des pratiques et au suivi des produits, apporter une visibilité qui permet de modifier la chaîne de valeur. Alors, on avait fait, quand je m'occupais d'un GIS relance agronomique, un concours auprès des étudiants pour savoir comment est-ce qu'eux voyaient le numérique. Et donc, tout ça est disponible dans une BD. C'était ça le concours, c'était vous nous faites une BD et les lauréats seront publiés. Et donc, la BD est disponible, vous la trouverez en accès libre sur Internet, en tapant Demain l'agriculture sous n'importe quel moteur de recherche. Et j'ai repris juste un tout petit bout dedans qui décrit un peu la manière dont certains étudiants envisageaient ce chaînage. Ils imaginaient qu'avec des capteurs, on puisse mesurer la séquestration du carbone, qu'on puisse avoir une idée des résidus phytosanitaires présents dans l'environnement, qu'on puisse quantifier la diversité des micro-organismes et de la flore présente dans les parcelles des agriculteurs, que sur cette base-là, on fasse tourner des algorithmes qui essayent de trouver une forme d'optimisation qui génère un indicateur qui serait directement visible avec à côté du prix. Et donc, on pourrait avoir à la fois le prix du produit et son indice de degré de durabilité. Et sur cette base-là, évidemment, ça peut orienter le choix des consommateurs. Et puisqu'ils en avaient réfléchi, c'était qu'il y avait un retour et une boucle sur l'agriculteur qui, à travers la valeur de l'indice, pouvait bénéficier de cahiers des charges ou d'aides conditionnelles, ou même d'avoir une subvention pour pouvoir l'aider à s'équiper, pour pouvoir aller encore plus loin dans ses démarches. C'était très intéressant dans l'ensemble de ces travaux rendus par les étudiants, c'est qu'ils avaient montré que le numérique, la manière dont ils envisageaient le numérique, était mitigée. Ils voyaient là des pistes d'amélioration sérieuses, en voilà une qui est proposée. Ils voyaient aussi le risque que le numérique soit intercalé entre ce que fait l'agriculteur et les animaux ou le sol. Et on était dans les systèmes où, par exemple, un agriculteur pouvait ne jamais toucher le sol et où n'être jamais en contact avec ses animaux. Les premiers robots qui sont utilisés en France sur 12 000 robots, c'est 10 000 robots de traite. Et ils ont permis à un certain nombre d'agriculteurs de reprendre l'élevage. Ils ne l'auraient pas fait sinon. Or, l'élevage, derrière, entraîne la possibilité qu'il y ait des prairies et ainsi de suite. Donc, sans doute, la plus grande contribution du numérique et des agroéquipements à l'essor de l'agroécologie en France, c'est le fait qu'il y ait eu des robots de traite qui permettent de maintenir l'élevage à des endroits où sinon, il n'y en aurait plus. Le bilan de cette partie, donc on connaît quelques grandes lignes pour résoudre la tension entre la productivité et la sobriété. Je n'ai pas eu le temps de le développer trop. On a des labels qui apportent une reconnaissance. La question de l'agroécologie, vous voyez, n'est pas du tout une question d'agriculteur, mais une question de choix de société. Est-ce qu'on est prêt à payer la différence? Le numérique va apporter de la connaissance, de la fiabilité, de la précision. Il permet d'orienter vers les bons choix dans un système complexe. Il apporte de la transparence et de la traçabilité. L'agroécologie peut être couplée au numérique et ça va changer derrière les paysages si on fait des systèmes en bande, par exemple. Mais ça va aussi changer le métier d'agriculteur. Voilà, alors si on est vigilant, le numérique peut apporter plus d'expertise à l'agriculteur et l'aider à faire son métier. Si on n'y prend pas garde, il peut être juste avilisant et standardisant et il peut renforcer les travers actuels sans enclencher le changement de paradigme. Autrement dit, on peut imaginer un numérique qui vient remplacer les humains et du coup les exploitations sont toujours plus grandes et en étant toujours plus grandes, elles ont besoin d'être toujours plus simplifiées ou plus standardisées. Voilà, donc du coup, il faut poser les limites pour éviter les risques et j'en ai mis 4. Il faut faire attention à ce que le numérique fasse autre chose que renforcer le modèle dominant actuel. Est-ce que le numérique apporte un soutien aux non-marchands? Qui veut payer actuellement pour une sonde qui va mesurer la teneur organique des sols? Qui veut payer pour un robot qui vient juste enlever les fruits pourris dans un verger et donc qui sera un numérique au service de la prophylaxie? Et puis comment est-ce qu'on compense l'intérêt de l'hyperspécialisation des filières et des territoires? Le risque, c'est que l'agriculteur se retrouve dans un système dans lequel on a accru sa dépendance. Est-ce que ça devient un super technicien en informatique et électronique? Et le risque est sérieux. Et comment est-ce qu'on élargit les critères pour qu'on ait plusieurs modèles possibles, qu'on enrichisse la diversité des agricultures au lieu de la rendre plus standardisée? Et puis après, il y a est-ce que le numérique est en fait un mouchard qui vient surveiller ce que fait l'agriculteur? Donc il y a la question du Big Brother au-delà du monde agricole est régulièrement posée.
Voilà. Après, du coup, il y a des questions plus éthiques. On utilise le numérique, c'est bien, ça dit comment, mais ça ne résout pas la question du pourquoi. Et si on a le temps dans les questions, je vous développerai un exemple autour de la tension sur l'eau. Sinon, on en fera un des éléments du podcast tout à l'heure. Voilà. Et puis, le numérique vient du monde industriel. Il est déjà très amorti. Il est vendu clé en main. Il y a déjà des robots agricoles, il y a déjà des robots industriels, ainsi de suite. Et donc, est-ce que le numérique qui va arriver sur l'agriculteur est celui dont on a besoin pour qu'il soit au service du vivant? Voilà, je développerai dans les questions, si vous avez envie, la question de savoir comment le numérique change la nature même des objets avec la question de la ruche connectée. Et je finis donc avec 5 messages. Le premier, c'est le numérique se fera de toute façon. Et donc, comment est-ce qu'on s'assure que le gain de productivité ne soit pas absorbé par juste une contraction des prix supplémentaire ou une dépendance de plus? Et donc, il y a un vrai risque autour du modèle qui était incarné par le cas emblématique des États-Unis que j'ai présenté tout à l'heure. Si on n'a pas de métrique disponible, alors c'est difficile de rendre les choses, de prendre en compte un certain nombre de choses. Donc, il y a tout un numérique qui cherche à rendre visible ce qui est invisible, notamment le potentiel de régulation ou le stockage et déstockage de différentes ressources. On attend de l'agriculture, dans le cadre de l'agroécologie, qu'il aide à résoudre les problèmes de la planète. Et donc, il faut qu'il couvre un certain nombre de services en plus d'assurer la production de biens agricoles. Et donc, il faut imaginer que demain, un agriculteur puisse éventuellement vendre que du service et qu'il ne vende plus de production. Est-ce qu'on est prêt à ça? Cette réflexion est rarement menée. Les entreprises qui travaillent dans le monde agricole, en amont et en aval, ont toutes une responsabilité sociale d'entreprise et elles peuvent inclure une dimension environnementale et donc elles peuvent contractualiser dans le RSE pour que leurs adhérents de coopératives ou autres mettent en place des démarches agroécologiques. Donc on a un moyen de faire bouger les lignes. De même, on peut réfléchir ça dans les plans d'alimentaire territoriaux. Et enfin, du coup, si on a suffisamment d'informations, on peut conditionner les aides dans une obligation de résultat. Et du coup, ça permettrait de faire bouger l'agriculture. Voilà. Corentin, sans attendre, je te donne la parole. Merci à toi. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Pour la petite histoire, j'étais venu ici il y a 15 ans en post-bac pour postuler à rentrer à l'ISARA, mais bon, je suis parti autre part finalement. Donc me revoilà. J'étais venu très bien habillé, donc je suis venu moins bien habillé aujourd'hui. Du coup, je m'appelle Corentin Leroux, je suis agronome de formation de l'Institut Agro de Montpellier, donc ça fait quelques années maintenant. Je vous présente rapidement un peu moi ce que je fais. Donc j'ai plusieurs casquettes. Je me présente souvent comme un vulgarisateur et un conférencier sur les sujets de numérique agricole. Donc je rédige des dossiers de blog qui mêlent agronomie, numérique, énergie, société, etc. sur pas mal de sujets différents, des sujets d'actualité si possible. Donc j'ai travaillé sur la fertilisation azotée, j'ai travaillé sur la robotique, les assurances climatiques, l'agrivoltaïsme, je suis en train de travailler sur l'eau. Toujours des sujets où en gros il y a des acteurs du numérique qui viennent se positionner et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils viennent là-dedans. Alors pour vous faire peur ou pas, donc ça c'est des jolies infographies que je fais qui m'ont fait aussi un peu connaître au début, c'était pour vous montrer que l'écosystème numérique est extrêmement complexe, il y a énormément de choses. Moi je vais essayer de vous dresser un panorama assez rapide de ce qui se passe, mais juste pour vous montrer qu'au milieu par exemple vous avez les applications smartphone en agriculture, à droite vous avez les robots terrestres en production végétale, vous voyez qu'il y a du monde. Donc quand j'ai lancé ces infographies, l'idée c'était de montrer quand même que c'était un peu le bordel et qu'il y avait beaucoup de choses, et il y en a qui ont dit qu'au contraire c'était super, il se passait plein de choses, génial, on avance, donc c'est pas du tout les messages que je voulais faire passer. Du coup, donc j'ai mon bureau d'études effectivement à Spexit et j'ai aussi développé du coup avec un de mes associés l'annuaire des outils numériques, qui est du coup la plus grosse plateforme de référencement des outils numériques qui existe. Donc plus de 1500 outils numériques qui sont référencés sur une plateforme open source, gratuite d'accès, et qui est participative aussi. Donc chacun peut rajouter des outils, modifier les outils, voir ce qui se passe, etc. On a une version 2 beaucoup plus aboutie qui devrait sortir d'ici l'été, et on espère qu'elle vous plaira. Alors, donc rapidement sur la présentation, je vais vous faire un panorama rapide des outils numériques.
quelques informations sur l'adoption des outils sur le terrain, et puis j'essaierai de prendre un minimum de recul à la fin en reprenant quelques éléments de Xavier. Alors, donc du coup, là, en retravaillant sur notre annuaire des outils numériques, on a remis complètement à plat nos bases de données, la façon de classifier les outils numériques. Donc, il y a un livre blanc qui devrait sortir dans les semaines à venir. Donc, on a identifié 5 grandes fonctions des outils numériques pour nous sur la partie exploitation agricole. Une première partie, observer, mesurer, ce que vous voyez en haut à droite, qui est donc tous les capteurs, instruments de mesure qu'on utilise pour mesurer, décrire, quantifier tout ce qui se passe sur les écosystèmes. Donc ça, c'est ce qui représente la grande majorité des outils numériques du marché, on va dire. Vous avez une partie en haut à gauche, organiser, gérer, commercer. Donc ça, c'est tous les logiciels de gestion d'exploitation, tous les sites e-commerce qui vont permettre de centraliser, stocker, gérer la donnée. Vous avez une partie assez importante de conseiller, former, accompagner, où là, on va retrouver tous les outils d'aide à la décision, les outils de modélisation, de pilotage. Il y en a énormément, je vous montrerai quelques exemples. On a une partie en bas à gauche sur l'échange, le partage, la collaboration. Tout ça, c'est les outils de télémétrie, les outils d'échange de données sous toutes ces formes. Et enfin, une partie dont Xavier a un peu parlé, agir et appliquer sur le terrain. Donc là, on parle de robotique, d'agroéquipement, d'actionneurs. Je vous montrerai quelques exemples aussi. Donc je vais juste reprendre du coup sur 3 pans, observer, mesurer, conseiller et agir. Quelques exemples, alors centrés sur la viticulture, parce que j'avais déjà donné une partie de conférence une fois. Donc désolé si l'exemple ne vous convient pas, mais c'est celui que je vous donne. Alors, sur la partie capteur, l'idée, c'est juste de vous montrer qu'il y a une énorme diversité de capteurs. Donc, vous avez quelques exemples en viticulture, donc des capteurs de bois de taille pour mesurer les sarments, la taille et les diamètres de sarments de vigne, des capteurs de flux de sève, des sondes tensiométriques pour mesurer l'état d'humidité du sol, des pinces chlorophylliennes, des capteurs de maturité phénolique, des stations météo connectées, des caméras en tout genre, des pièges connectés, que Xavier aussi vous en a montré. Juste pour vous dire qu'il y a une diversité juste hallucinante de capteurs, tout dépend ce qu'on veut en faire derrière. Vous avez du coup derrière pas mal aussi d'outils de conseils. Alors on parle souvent d'OAD, outils d'aide à la décision, c'est un peu vraiment ce qu'on voit tout le temps dans les médias, il y a un buzz un peu là-dessus. Alors à quoi ça sert? Donc, quelques exemples ici en viticulture pour l'aide à l'identification de maladies et de ravageurs, le suivi de l'état hydrique des plantes. Là par exemple en haut, vous avez le logiciel Vintel d'ITK qui va, en fonction des différents profils aromatiques de vin que vous voulez, va vous dire dans quel état hydrique vous devez vous trouver pour suivre un peu l'objectif de profil que vous êtes fixé. Vous pouvez utiliser des outils pour modéliser des risques climatiques, des risques maladies, de déploiement de ravageurs. Vous avez aussi pas mal d'outils d'aide au réglage des machines agricoles. Donc, on parlait tout à l'heure d'éco-phyto, il y a quand même un sacré paquet de choses à faire là-dessus, juste sur le réglage de l'agroéquipement. Donc voilà, et puis l'efficacité de la pulvérisation, vous avez quelques exemples. Diagoris, par exemple, sur l'assurance climatique aussi, il y a pas mal de choses qui existent. Quelques exemples juste pour finir sur agir et appliquer sur le terrain. Donc Xavier vous a montré plein d'exemples d'agroéquipement, donc il en existe un peu en tout genre. Moi, dans la thématique de départ dans laquelle je travaille, moi je parlais plutôt de modulation intraparcellaire, où l'idée c'est de dire, on prend en compte la variabilité spatiale qu'on observe dans une parcelle, sur un territoire, etc., une variabilité de sol, une variabilité de végétation, un peu ce qu'on veut, et du coup on module en prenant en compte cette variabilité-là. Donc du coup, vous pouvez moduler à peu près toutes les applications de l'itinéraire culturel que vous pouvez imaginer, les amendements, le désherbage, la pulvérisation, l'irrigation, un peu tout ce que vous voulez. Donc vous avez des choses. Donc là, c'est par exemple ici un capteur. Là, il me semble que ça fonctionne par lidar. Et donc en gros, vous passez dans la végétation. Quand il y a des feuilles, vous pulvérisez. Quand il n'y a pas de feuilles, vous pulvérisez pas. Et déjà, vous limitez la quantité de produits que vous pulvérisez. Et puis après, vous avez la robotique, ici en viticulture, mais beaucoup plus large, qui se développe. Donc, je vous ai montré une infographie au début avec globalement, je crois, 250 ou 300 robots référencés. Donc, vous avez énormément de choses qui sont proposées. Alors, est-ce que ça sert, est-ce que ça sert pas? Pour l'instant, il n'y en a quand même pas beaucoup sur le terrain, à part les robots de traite qui étaient présentés par Xavier. Et vous avez effectivement pas mal d'exemples de robots, des robots autonomes, des porte-outils, des robots en essaim, des robots monotâches ou autres. Vous avez tout un tas de choses. Ici, cette figure, juste pour vous montrer que, en gros, ces outils numériques-là, on les retrouve sur l'ensemble des activités d'exploitation, que ce soit les activités principales, qui sont des activités de production, donc sur l'ensemble d'un itinéraire culturel classique, par exemple en grande culture, ou sur des activités de soutien, qu'on oublie un peu, mais en fait qui sont effectivement toujours là, le pilotage d'entreprise, les ressources humaines, la recherche et l'exploitation, ou l'approvisionnement, tout ça. Donc les outils, on les retrouve un petit peu partout. Et si on prend encore un petit peu de recul, en fait, on les retrouve sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole, de l'amont jusqu'au consommateur. Xavier aussi a donné quelques exemples. L'idée, encore une fois, c'est de vous montrer qu'à chaque
étape de la chaîne, on peut positionner des outils numériques. Pour finir là-dessus, nous, sur l'annuaire des outils numériques, du coup, on a voulu entrer par plein de voies différentes, donc par des entrées technologiques, par des entrées métiers, par des entrées filières, par des entrées objectifs aussi, où l'idée, c'est de se dire, bon, ben, on a des outils numériques qui doivent répondre à des objectifs de l'exploitation agricole. Donc, on en a identifié six principaux qui sont déclinés derrière en objectifs secondaires. Et si vous lisez le livre blanc qui va sortir dans les 2-3 semaines avec la chaire agrotique dans laquelle je fais partie, bah, vous verrez ces objectifs-là. Piloter, raisonner, s'adapter, collaborer, tracer, certifier, se former. Alors, quelques éléments sur l'adoption des outils numériques sur le terrain. Alors, attention, parce que je suis assez critique quand je parle de ça. Alors, vous avez quelques exemples ici qui sont donnés. Alors, vous avez quelques sources sur lesquelles vous pouvez les creuser si le sujet vous intéresse. Vous avez l'Observatoire des usages du numérique agricole qui est du coup basé à Montpellier. Vous avez des études Agrinode, Vitinode, dont vous avez peut-être entendu parler. Vous avez des instituts techniques aussi, IDEL, qui proposent des choses, parfois des groupes d'assurance comme Groupama qui font quelques études. Voilà. Donc, en gros, les quelques grands chiffres qu'on a sur le numérique en agriculture, c'est voilà. Donc, sur les robots en plein milieu, vous avez à peu près la très grande majorité, ce sont des robots de traite. Sur tout ce qui est le marché de la télédétection, donc en gros le suivi satellitaire ou drone de la surface agricole utile, on est à 1 million d'hectares suivis. Alors c'est des chiffres qui sont difficiles à suivre parce que comme vous avez beaucoup de constellations satellites qui sont mises à disposition gratuitement, c'est toujours difficile de savoir si ces chiffres sont consolidés ou pas. Vous avez des chiffres sur l'état de connectivité dans les parcelles ou pas. Bon, voilà. Donc, en général, je suis assez critique parce que du coup, alors c'est joli, il y a quelques chiffres, etc. Souvent, il y a pas d'études temporelles, c'est pas les gens qui font les mêmes études dans le temps, donc en fait, globalement, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, vous avez le ministère aussi qui nous sort aussi quelques souvent jolies infographies avec des chiffres vraiment très intéressants, comme par exemple, voilà, 80% des agriculteurs utilisent Internet. Super, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Pareil, 75%, 80% des agriculteurs qui ont un smartphone, comme si c'était vraiment des personnes hors du temps, comme nous. Ça, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Ou le fait que voilà, 75% des agriculteurs consultent la météo en ligne. Super, voilà. Ça, c'est l'adoption des outils numériques en agriculture. Donc, je suis quand même assez critique de manière générale. Bon, on retrouve du coup quand même les quasiment 1 million d'hectares là, de suivi satellitaire. Et bon, après, vous avez quelques exemples autres. Bon, voilà, je suis assez sceptique quand même sur ce qui est proposé. Donc la seule étude intéressante que je trouve, c'est une étude américaine, James Lowenberg, qui est vraiment quelqu'un assez chouette, qui a essayé du coup de concaténer l'ensemble des travaux d'adoption alors, pas des outils numériques dans leur entièreté, mais ce qu'on appelle plutôt les outils d'agriculture de précision, même si j'aime pas trop ce terme, donc plutôt les outils, les capteurs de rendement, l'imagerie satellitaire, la cartographie de sol, etc. Et donc, qui a essayé de concaténer du coup tout ce qui se passait, alors un peu dans le monde. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, on a très souvent que des études très ponctuelles, une année. On ne sait pas trop à chaque fois à quoi ça correspond. Les échantillonnages sont toujours différents, les filières suivies sont toujours différentes. Donc, c'est très difficile d'avoir une vue un peu globale de ce qui se passe. Alors souvent les freins qui sont soulevés, parce qu'il y a beaucoup d'études d'adoption où les gens essayent de comprendre pourquoi est-ce que c'est adopté, pourquoi est-ce que c'est pas adopté. Moi je trouve que c'est des études qui sont un peu dommages parce que souvent on a tendance je trouve, à mettre la faute sur l'agriculteur. C'est-à-dire que c'est parce que le prix est trop cher, c'est parce que l'agriculteur est trop vieux, c'est parce qu'il a une exploitation trop petite ou trop grande, etc. Et je trouve ça un peu, ou qu'il a peur de changer. Voilà. Donc du coup, je trouve ça un peu dommage parce que je trouve que le numérique doit gagner un peu en humilité et se rendre compte qu'en fait le problème il est très très sûrement partagé. Du coup, la question de la fiabilité d'utilisation de l'outil, la question de l'expertise terrain, la question de la montée en compétences pour utiliser l'outil. On a comment est-ce que l'outil s'intègre sur l'ensemble de l'exploitation. Ce n'est pas forcément des questions évidentes. Et puis sur la question de la visibilité de l'offre, quand je vous ai montré un peu les infographies au début, on voit juste que c'est tellement complexe que même pour nous qui sommes dans le secteur, on a quand même du mal à s'y retrouver. Et je suis quand même parmi ceux qui essayent de synthétiser un peu tout ça. Mais pour les gens sur le terrain, je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent se retrouver, quoi. Donc quelques mots de conclusion sur ces études d'adoption. Alors globalement, il y a une adoption assez faible en France et quand vous allez discuter avec des chambres d'agriculture, des instituts techniques, des coopératives, ils ne savent pas trop quoi vous dire. Globalement, ouais, 5% d'agriculteurs qui utilisent des technologies sans trop savoir vous dire lesquelles. Donc les seuls trucs qui sont vraiment, on va dire, rentrés un peu dans le champ, c'est tout ce qui est technologie GNSS, les technologies de géopositionnement, où ça, en général, en fait, les gens se rendent même plus compte qu'ils les ont. Vous avez un tracteur avec GPS, vous demandez aux gens est-ce que vous êtes équipé d'outils numériques? Non, non. Est-ce que vous avez un GPS? Oui, oui. Donc, du coup, les gens font même plus la différence.
Donc sur les études d'adoption, ce que je vous disais un petit peu, donc manque de synthèse et d'harmonisation des études, donc ça c'est un peu gênant. Souvent les facteurs d'adoption ils sont pris de façon très indépendante, alors que pour moi ça n'a pas forcément beaucoup de sens, il y a plein de facteurs à considérer de manière globale. Il y a une diversité d'adoptions possibles, et je pense que ça il faut la considérer aussi. Et quand on a des gens qui nous disent en fait nous on n'adopte pas des technologies, ça ne veut pas forcément dire que c'est un mal ou qu'ils n'ont pas compris, quoi. Ils ont peut-être fait un choix complètement serein sur le fait de pas adopter un outil. Alors, quelques éléments pour prendre du recul sur le numérique en agriculture. Alors, encore une fois, moi j'aime bien dire à chaque fois que le numérique doit gagner en humilité, donc ça c'est un peu ma marotte à chaque fois. Quand on parle de l'agriculture numérique, pour moi ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter de dire, enfin ça veut rien dire. L'agriculture numérique, c'est pas une philosophie de travail, c'est pas un itinéraire culturel, ça veut rien dire. Donc c'est le numérique pour l'agriculture. Euh, Dans les médias, dans les articles scientifiques même, on a tout un tas un champ lexical qui est aussi très technosolutionniste, ou on va dire un optimiste technologique assez important sur l'agriculture de précision, l'agriculture connectée, l'agriculture du futur, l'agriculture 4.0, etc. Et donc, du coup, c'est aussi assez gênant parce qu'on a l'impression que tous les agriculteurs qui n'utilisent pas ces outils sont retardataires, n'ont rien compris à ce qui se passe, alors qu'on a des itinéraires agricoles qui sont extrêmement innovants. Et du coup, c'est un peu dommage d'avoir cette image du bon agriculteur qui serait à même d'utiliser les outils numériques, alors que les autres, au contraire, auraient rien compris. Alors pour ceux que ça intéresse, du coup, donc moi j'ai fait un gros travail de synthèse de toute la littérature, on va dire sciences humaines et sociales, qui se développe énormément depuis quelques années, 4-5 ans je dirais, pour essayer de comprendre comment eux abordent le sujet du numérique en agriculture. Donc ça a été une littérature assez difficile à lire, parce que lire des travaux de sociologues et de philosophes au début, quand on vient du monde ingé, c'est quand même pas évident. Mais donc du coup, les principaux messages que je vais vous faire passer, bon voilà, c'est les imaginaires à déconstruire et un langage à revoir, du coup vraiment qui donne toujours l'idée de cet optimisme technologique. Et je pense que à vouloir trop rendre l'humain faillible et le fait de voir que le problème de l'agriculture comme un problème de ressources, bah, du coup, c'est aussi le créneau que prend le numérique agricole, c'est un peu un problème. Vous avez un truc sur les mythes de la précision des données et des algorithmes, où en gros, bah, on a l'impression qu'à partir du moment où on a des algorithmes rationnels, on est capable d'avoir du big data, plein de données, d'avoir du coup une précision accrue, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est capable de vraiment mesurer? Est-ce que cette précision, elle sert vraiment à changer la décision? Est-ce qu'on est capable de le prendre en compte, cette précision? Je ne sais pas forcément, je sais pas forcément trop. La transformation des métiers de l'agriculture, parce que du coup, on a tendance souvent à voir du coup les outils numériques comme d'un point de vue simplement outil et pas de comment est-ce qu'il s'intègre sur l'exploitation. Ça change complètement le métier de l'agriculteur, potentiellement le métier du conseiller, parce que le métier du conseiller va passer de vendre potentiellement des intrants à vendre un service. Donc pour lui, c'est compliqué. Pour un agriculteur, du coup, quelles compétences il doit avoir pour maîtriser ces outils-là, c'est pas complètement évident non plus. On le risque d'une agriculture de vitesse, Xavier en a un peu parlé, le fait d'avoir d'un côté des outils numériques qui vont pousser on va dire un renforcement de l'industrialisation de l'agriculture versus du coup l'ouverture de nouvelles voies écologiques. Bon, ça, c'est quand même des choses qui se posent. Et dans cet article, j'ai identifié plein de fractures possibles euh, de cette agriculture de vitesse. Et puis après, du coup, changer de modèle et donner du sens, ça ouvre la porte vers forcément un peu l'agroécologie. Est-ce que le numérique peut se positionner un peu là-dedans? Donc j'ai quelques exemples à donner. Donc j'avais déjà donné dans une précédente conférence. Alors moi, ce que je dis souvent, alors c'est pas de moi, mais c'est que pour améliorer un système, il faut le mesurer. Et donc du coup, l'intérêt du numérique là-dedans, vu que l'agroécologie c'est quand même une science de l'observation, tous les outils qui vont être capables de mesurer, d'écrire, comprendre les interactions, décrire les régulations biologiques, décrire comment fonctionne l'écosystème, ça peut être intéressant. Pourquoi pas du coup utiliser le numérique pour faciliter les expérimentations à large échelle et du coup déployer ou passer à l'échelle un peu l'agroécologie qui a du mal à se lancer. Donc en gros utiliser un peu les deux pour ça. Alors quelques exemples de ce pourquoi on pourrait utiliser le numérique. Alors je vais reprendre pareil sur les outils pour observer, les outils pour aider à la décision, les outils pour agir. Quelques exemples. Alors, premier exemple, ici, donc ça j'étais allé chez mon oncle qui est assez très branché agriculture de conservation des sols, donc avec beaucoup de couverts végétaux dans le nord de la France. Et donc du coup, on pourrait se dire, bon, en fait, si j'ai un champ avec plein de couverts différents, si je veux une cartographie des sols, je pourrais potentiellement avoir une cartographie des sols de façon indirecte en essayant de prendre une cartographie de mes couverts et en voyant quels sont les couverts qui poussent à quels endroits. Potentiellement, du coup, je peux avoir une carte des sols indirectement.
Je peux du coup utiliser des capteurs pour mesurer les besoins en azote de multicouverts ou multicultures, parce que pour l'instant, c'est pas forcément ce qui est trop fait, on est plutôt sur des cultures spécifiques. On peut cartographier les parcelles qui sont en agriculture de conservation et celles qui ne le sont pas. Par exemple, c'est un peu ce qui est imaginé avec la nouvelle PAC, avec suivre du coup par des applications satellitaires tout un tas de choses. Et pourquoi pas mesurer l'état de développement des racines avec des caméras dans le sol. Pourquoi on ne pourrait pas imaginer ça? Malgré tout, du coup, on a quand même un manque de connaissances assez important sur le fonctionnement de plusieurs cultures ensemble. Donc, développer des services de préconisation azotée sur, du coup, une culture simple, ça, globalement, on sait faire, encore que ça dépend sur quelle culture. Quand on passe sur des mix de cultures, la question, c'est quand même pas la même. Sur la partie aide à la décision, on pourrait se poser des questions aussi sur, bon, bah, à partir du moment où on commence à rentrer en agroécologie, on peut imaginer comment dire, des propositions d'assolement pluriannuel assez complexes. Et donc, du coup, bah, est-ce que le numérique pourrait pas nous aider à travailler sur de la simulation, de la modélisation là-dessus? Moi, je trouve que ça pose question. Faire du conseil sur l'implantation de couverts, voilà, est-ce que je vais semer si rien ne va pousser? Est-ce que j'agis ou est-ce que j'agis pas? Bah, le numérique pourrait du coup nous permettre de tester des scénarios assez originaux, quoi. Mais du coup, pour faire ça, on a besoin de connaissances expertes et on manque clairement de connaissances en agronomie et fonctionnement des écosystèmes, quoi. Sur la partie intervention, agir, quelques exemples aussi. Du coup, l'idée, c'est de dire, bon, bah, un peu ce que disait Xavier, d'exploiter au maximum, de valoriser l'hétérogénéité qu'on voit. Donc, par exemple, sur une hétérogénéité de sol, bah, dire qu'on va moduler la densité, la profondeur de semis, et du travail de sol en fonction des zones de sol, par exemple. Bah, là, un petit exemple avec des drones, c'est un exemple que j'avais vu là pour du semis précoce de couvert dans des céréales. Pourquoi pas des semoirs multitrémies avec un positionnement GPS assez important. Et après, bon, là-dedans, j'ai mis la traçabilité, le suivi des cahiers des charges, mais on aurait pu le mettre ailleurs, bah, sur du coup utiliser le numérique pour suivre des labels, des parcelles en agriculture conservation des sols, des pratiques agroécologiques qui ont été mises en place, des économies d'eau. On peut imaginer tout un tas de choses. Mais la question, effectivement, est-ce qu'il y a une réalité agronomique et même économique derrière qui est prêt à payer pour ça et quel modèle d'agriculture le numérique soutient-il? Juste une ou deux dernières slides sur quelque chose qui n'est pas du tout abordé pour moi et qui moi, m'intéresse sur des sujets associatifs, c'est les enjeux de l'énergie en agriculture. Donc, on est quand même tout courant quand même que l'agriculture est quand même vachement dépendante de l'énergie, le pétrole beaucoup. Et sur le numérique, du coup, ça pose question de quel est l'impact environnemental, quelle est l'empreinte carbone de manière générale de ces outils-là. Quand on voit tout ce qui commence à arriver, bon, alors on nous parle effectivement de blockchain, d'intelligence artificielle, même si je pense que la majeure partie des gens qui en parlent ne savent pas ce que c'est. Mais on a de la 5G qui commence potentiellement à se poser des questions, est-ce qu'on l'amène, est-ce qu'on l'amène pas, mais de toute façon, outre déjà les questions techniques que ça pose des questions aussi sociales, assez énorme en agriculture. Bah, il y avait un séminaire il n'y a pas longtemps à Montpellier sur tout ce qui est no-code, tout ce qui est genre les outils no-code, low-code. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est-à-dire être capable qu'un non-développeur puisse être capable de développer une application professionnelle. Bah, si on le met dans les mains de tout le monde, bah, on va avoir des effets rebonds assez importants. Vous avez le copain ChatGPT qui arrive en force. Et du coup, juste faire tourner un modèle très simple, bah, je pense que la consommation est quand même assez impressionnante. Et puis après, vous avez bien sûr tous les robots qui sont bardés d'intelligence et de capteurs. Juste pour information, quand on fait des analyses du cycle de vie actuellement en agriculture, la partie, on va dire, agroéquipement, on a l'impression que c'est comment dire, de la ferraille, du matériel assez simple, alors qu'en fait, bah, maintenant, les agroéquipements, c'est bardé d'électronique, il y a des capteurs partout, et donc du coup, notamment sur les robots, moi, je pense qu'il y a clairement quelque chose à aller regarder là-dedans, quoi. Et quelques messages clés pour finir. L'idée, c'est de dire qu'il y a une très grande diversité de situations et d'exploitation agricole, dans le sens où, en gros, bah, on ne peut pas appliquer un numérique qui marche à un endroit, un numérique qui marche à un autre endroit. Comme ça ne marche pas, ça. Différentes trajectoires de numérisation, ça je pense que c'est important de dire, de la même façon qu'il y a différentes voies d'écologisation, différents modes d'agriculture, bah, en fait il y a différentes voies de numérisation aussi. Vous avez potentiellement des exploitations qui vont vouloir avoir on va dire un numérique assez high-tech, d'autres qui vont vouloir s'en séparer complètement, d'autres qui vont vouloir avoir un numérique assez low-tech, responsable, raisonné, pourquoi pas, en tout cas il n'y a rien qui est impossible.
La différence mesurer versus piloter, ça c'est aussi des choses qui sont importantes, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est capable de mesurer quelque chose avec un capteur qu'on est forcément capable de se dire qu'est-ce que je fais avec cette information-là, est-ce que je suis capable de prendre en compte cette observation pour derrière changer le pilotage de mon exploitation. Du coup, si je collecte des données juste pour en collecter, est-ce que ça sert à quelque chose? Et puis après, voilà, juste pour dire que là, on vous présente, du coup, on parle de transition numérique, mais c'est une des nombreuses options qui existent. Il y a, pas jeter, on va dire, avec l'eau du bain, mais il y a des trucs qui sont bien, il y a des trucs qui sont clairement merdiques. Et du coup, bah, outre ce sujet qui est technique, en fait, il y a beaucoup de sujets qu'il faut aborder et la technique ne répondra pas toute seule à tous les problèmes, tous les défis de l'agriculture. Bon, Xavier en a soulevé quelques-uns, mais le modèle agricole qu'on choisit, c'est pas le numérique qui va potentiellement l'orienter. Vous avez des questions sur l'éthique du numérique, la gouvernance, propriété des données, la question de l'offre et de la demande. Donc, vous avez tous ces sujets-là à traiter avant, je pense très largement, la partie sur le numérique. Merci à vous. Merci Corentin, merci Xavier. Du coup, l'idée, c'est qu'on a encore une grosse demi-heure pour avoir un échange avec ceux qui peuvent rester au moins. Donc si vous avez des questions, Xavier et Corentin sont là pour vous répondre aux questions ou en tout cas donner leur avis. Peut-être qu'ils n'auront pas les réponses absolues à toutes les questions que vous pourrez poser, mais n'hésitez pas. Christophe? Moi, j'en ai deux, je ne sais pas si l'un elle a une pour l'un et une pour l'autre. Ouais. En fait, vous combinez deux, vous présentez des nouvelles technologies et vous mettez derrière le terme numérique. Et à un moment, j'étais perdu en fait de dire est-ce que tout est numérique ou ce que vous avez présenté donc, quelle est la place du numérique dans ces nouvelles technologies que vous présentez? Et puis la deuxième question, c'est plus pour Corentin. Là, tu as présenté l'écosystème donc des entreprises du numérique et tu as dit il y a des choses qui sont matures, les robots de traître, et puis il y a des choses moins matures. Les travaux d'Howard là sur la concentration des entreprises semencières, agroalimentaires et compagnie, est-ce qu'on a le même phénomène? Est-ce qu'on voit apparaître des gros qui achètent les petits? J'ai en tête une union de coopératives à l'heure actuelle qui s'intéresse à des choses en France. Mais est-ce que tu vois ça, cet écosystème qui se simplifie ou qui se concentre? Ouais, je ne sais pas si ça sera les éléments de réponse, mais effectivement, il y a le monde de l'AgTech et puis il y a la prévision du nombre de startups qui vont disparaître dans les 5 ans qui viennent. Donc, je pense que ça, c'est la deuxième partie de question. Peut-être Corentin t'interviendra plus là-dessus. Sur le premier, oui, mais à culpa, c'est qu'effectivement, je travaille en même temps sur la question du choix des agroéquipements, de la technologie en tant que telle et le numérique là-dedans. Donc, on voit que le numérique, évidemment, comme dans beaucoup d'autres secteurs, prend de plus en plus de place. Et effectivement, vous êtes comme moi, incapable maintenant même de changer l'ampoule sur votre voiture parce que vous ne savez pas comment atteindre l'endroit où c'était. Donc, on voit bien qu'il y a eu tout un tas de modifications qui ont amené à ce que les machines se complexifient, soient bourrées de capteurs dans tous les sens qui mesurent plein de choses et dont finalement on perd la capacité à en avoir l'appréhension, la maîtrise, la compréhension, la capacité de les réparer si nécessaire. Donc ça a donné lieu à l'atelier paysan, une réflexion de la part d'un certain nombre d'agriculteurs qui disent comment est-ce que on reprend la main sur nos capacités de production. Et donc, de fait, cette réaction-là et ce qu'elle embarque avec elle n'est pas directement quelque chose qui est en lien avec le numérique. On pourrait imaginer la même chose avec la technologie en tant que telle. Maintenant, on imagine que les technologies de demain et le numérique seront de plus en plus imbriqués. Et je dirais, il y a des bouts, en fait, on ne voit plus la partie numérique parce qu'elle était en back-office derrière, mais en fait, elle a changé fondamentalement le monde. Tout ce qui relève de travail qui a été fait sur la génomique, le génotypage, la recherche de variétés élites, la sélection assistée par marqueurs et ainsi de suite. Tous ces éléments-là, en fait, se sont construits sur la capacité de l'informatique. De même, on ne ferait pas les prévisions du GIEC sans les modèles. Ben, toutes ces choses-là, en fait, ont fondamentalement changé toutes les briques élémentaires de l'agriculture. Donc, si au temps zéro, le numérique n'est pas forcément très prégnant, en revanche, à un moment ou l'autre dans la construction, il est intervenu très fortement.
Après, pour compléter là-dessus, tu vois, quand on a présenté effectivement l'écosystème, c'est hyper compliqué en fait de classer les outils. Parce que du coup, tu as plein de moments où en fait tu sais pas si c'est vraiment du numérique ou si c'est pas du numérique. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir et parfois en fait tu leur dis en fait non, votre truc c'est plus de la mécanique, de la mécatronique, de l'électronique. Donc à quel moment tu places le numérique dessus? Donc clairement là-dessus c'est pas évident. Et en plus nous là-dessus on s'est centré sur moi ce qu'on appelle l'agritech. Donc et moi, la définition que j'en donne, c'est plutôt tout ce qui tourne autour de l'exploitation agricole. Dès que tu commences à aller sur les chaînes de transformation, de distribution, consommateurs, etc., tu es plus sur de la food tech. Donc du coup, on n'est pas trop. Il y a des gens qui mettent de la biotech, un peu la même définition, donc ils vont mettre l'agritech dans la biotech. Enfin, du coup, c'est quand même assez compliqué. De toute façon, dès qu'il y a tech, tout le monde te met tout ce que tu veux dedans. Donc du coup, c'est un peu chiant. Et sinon, sur ton autre question, est-ce qu'il y a des gros qui achètent des petits? Oui, enfin, clairement. Alors, est-ce que c'est massif? Moi, j'ai pas l'impression. Mais effectivement, bah, tu as des grosses boîtes comme Bayer qui, effectivement, rachètent des Climate Corp et autres, des grosses coopératives qui commencent à en acheter aussi. Mais j'ai pas l'impression que c'est non plus l'énorme tendance. Il y en a, voilà. Mais moi, ce qui me dérange plus, peut-être, c'est que c'est plutôt dans les entreprises de l'agritech, il n'y a pas beaucoup d'agronomes pour moi. En tout cas, ça manque beaucoup. Enfin, c'est l'impression que j'aimerais bien faire ce travail de cartographier qui est agronome dans les entreprises agritech. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et qui sont les entreprises qui viennent d'un autre secteur de l'industrie et qui essayent de trouver des applications en agriculture. Ça, vraiment, j'ai pas fait ce travail. J'aimerais vraiment le faire. Mais quand je discute parfois avec des entreprises où tu as 20 personnes et que tu as 2 agros dedans, tu fais genre, ah ouais, quand même, c'est chaud, quoi. Après, du coup, souvent, c'est vrai que sur le numérique, bah, vu qu'il faut bah, développer des interfaces, développer des capteurs, forcément, du coup, c'est pas des agros qui vont faire ça. Mais il y a quand même des moments où on se dit, un 5% d'agro, même pas, genre, c'est chaud, quoi. Moi, je ne sais pas quelle est la responsabilité du numérique en tant que tel dans la capacité à agglomérer. Simplement, effectivement, on est dans un monde où on a l'information sur ce qui se passe partout dans le monde. Mondialisation, elle est supportée par le numérique et de fait, du coup, elle permet à ce qu'il y ait une tentative à continuer à agglomérer à des échelles qui dépassent les pays. Et donc, ce processus-là, il a lieu dans à peu près tous les secteurs et le secteur agricole est aussi concerné. Est-ce qu'il l'est plus ou est-ce qu'il l'est moins? Je pense qu'il l'est comme les autres, a priori. Je n'ai pas de raison de penser qu'il soit très différent de ce point de vue-là. Donc, les petits rachèteront les gros comme ils le font dans tous les autres secteurs. Merci. Pardon. Merci. Ouais, bon, ok. Merci pour cette présentation. On entend de plus en plus parler de sobriété, de décroissance pour répondre un peu aux enjeux qui nous attendent. Est-ce que ce type d'agriculture il est compatible avec ça? Moi, je pense que c'est vraiment une excellente question parce qu'en fait, on voit qu'elle est au cœur du débat. J'ai présenté quelque chose où on montre les enjeux de l'agriculture, il faut bouger, on n'a pas le choix. Et puis à côté de ça, Corentin a présenté tous les outils disponibles et il y en a plein. Et à aucun moment, il y a vraiment la question de savoir si ça va sauver la planète. Donc on voit que c'est des choses qui sont disjointes. Donc par rapport à l'objectif qui était est-ce que la transition agroécologique et la transition numérique ont besoin de se rapprocher? Sans doute, mais pour l'instant, on est dans les signaux faibles, il faut aller les chercher. C'est pas eu la posture générale. Les gens, ils réfléchissent pas le numérique pour rendre l'agriculture plus durable. Ils réfléchissent le numérique pour vendre du numérique parce qu'ils ont continué à amortir les capteurs qu'ils avaient déjà vendus pour l'automobile. Et ben maintenant, ils le vendent pour les tracteurs et puis ça va faire des sous en plus. Point. Voilà. Et donc, du coup, dans cette question que vous posez sur est-ce qu'on peut imaginer faire sortir de la sobriété, ben, je pense qu'il y a 2 éléments. La première, c'est qu'effectivement, si vous avez des capteurs qui mesurent, vous pouvez être au plus près du besoin. Donc ça, c'est ce que dit tout le monde, y compris les syndicats agricoles, la bonne dose, au bon moment, au bon endroit. Et ça, c'est l'agriculture de précision. Mais ce qu'on voit, c'est que l'agriculture de précision, quand elle fait ça, en fait, elle ne bouleverse pas le modèle dominant. Elle dit juste, on continue à irriguer, et simplement, on va irriguer mieux. On va gaspiller un peu moins d'eau parce qu'on le pilote mieux. Mais il n'empêche qu'on irrigue. Et ça veut dire qu'on maintient cette artificialisation. Tant qu'il y a de l'eau, ça marche, ce truc-là. Maintenant, si la question est de savoir si nos modèles ils sont robustes à des années de sécheresse ou à 2 années de sécheresse de suite, et qu'est-ce qu'on fait pour sauver les arbres quand c'est comme ça? Est-ce qu'on accepte de couper toutes les branches pour pouvoir essayer de les faire survivre de manière pérenne? Vous voyez que le numérique, il apporte 0 piste. 0. Donc, en fait, il pousse dans le sens où c'est déjà. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il amène de nouveau qui révolutionne le système pour que du coup, il soit plus sobre par nature et qu'il soit plus tolérant et plus résilient par rapport à des changements majeurs dont on sait qu'ils vont venir.
Et là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose qui est proposé. On n'a pas des outils de taille actuellement pour les vergers qui pilotent, enfin qui aident à piloter la taille selon les bilans hydriques de l'année d'avant, qui permettrait de réajuster la charge de l'arbre pour sa charge en fruits, sa charge en feuilles, pour qu'il passe à travers la crise. Il n'y a pas ça. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'est pas sur des outils qui aident à intégrer la sobriété et ou à mieux supporter les grands changements majeurs qu'on a vus. Donc tout reste à faire. Sur les messages, moi, quand je travaillais un peu du coup sur la vision sciences sociales et humaines, je parlais vraiment des imaginaires à déconstruire et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler là-dedans parce que du coup, ce qui est présenté, la façon dont le numérique effectivement rentre dans la brèche, c'est toujours les imaginaires de il faut produire plus, on a un problème de ressources et du coup, c'est comme ça qu'est abordé la sobriété, quoi. C'est du coup, c'est l'humain est faillible, les ressources elles nous manquent et donc du coup, comme l'humain c'est quelqu'un qui n'est pas capable de diminuer l'usage des ressources. Sans le numérique, on ne va pas pouvoir le faire. Donc en gros, c'est la façon qu'ils ont de rentrer un peu dans cette brèche-là. Et ça, c'est pour moi, c'est assez dérangeant. Et tu vois, par nature, on considère que le numérique va permettre d'accéder à cette transition agroécologique, à la transition climatique, etc. Alors que ce que j'ai présenté un peu sur l'utilisation de l'énergie des outils numériques, même ça, on ne le questionne même pas. Donc en fait, les gens qui présentent ces outils-là par nature, vu qu'on va diminuer l'usage des ressources, ils considèrent que la sobriété, elle va se faire naturellement. Et ça, effectivement, c'est un vrai problème. Après, sur ce que dit Xavier, je suis d'accord aussi, mais du coup, le truc, c'est est-ce que nous, on propose aussi assez de modèles alternatifs d'agriculture dans lequel peut s'embarquer le numérique? Pour l'instant, c'est sûr que si le modèle principal, c'est un modèle effectivement industrialisé, conventionnel, etc., le numérique, il va s'embarquer là-dedans, puisque c'est là-dedans qu'il y a la thune à se faire, quoi. Et du coup, si on ne propose pas quelque chose de différent, mais la question toujours, c'est est-ce que le numérique facilite ou accélère ces voies-là? Est-ce qu'il en ferme d'autres aussi en même temps? Est-ce qu'il ferme des voies d'écologisation parce que il va trop dans le sens d'une agriculture conventionnelle? C'est possible aussi, quoi. C'est un peu le fou la poule, quoi. Deux exemples, peut-être je développerai tout à l'heure dans le podcast, mais un premier autour de l'utilisation de la robotique pour maintenir l'état sanitaire d'un verger. Vous pouvez tout à fait actuellement imaginer d'avoir un robot qui vient enlever les pommes pourries, les pommes qui portent de la moniliose dans un verger pour éviter qu'elle en tartine partout. Et donc vous gérez en essayant de contrôler le plus longtemps possible l'inoculum primaire pour éviter d'avoir trop de maladies. Et ça, si ça permet de reculer de 2 traitements, le moment où on vient apporter les premières interventions chimiques sur les vergers, c'est bien. Simplement, un robot, ça vaut 100 000 euros, 150 000 euros. Et le coût d'un traitement fongicide, c'est 12 euros ou 20 euros dans le meilleur des cas. Donc l'amortissement du robot pour aller enlever des fruits abîmés dans un verger, il n'est pas possible si ce n'est pas pris en charge par la société. Autre exemple, on sait faire des robots désherbeurs, on sait faire des robots qui viennent récolter, qui font tout un tas de choses. On a un problème avec les zones non traitées qui doivent protéger les riverains contre l'utilisation des pesticides. Quand est-ce qu'on voit débarquer le premier modèle où les mecs ils disent OK, on va faire une bande dans laquelle en fait c'est entièrement automatisé, toutes les interventions qui permettent à l'agriculteur d'avoir une bande dans laquelle il cultive et il produit à proximité des riverains et pour lequel il y ait zéro intervention de phyto. Et ça, si évidemment c'est l'agriculteur qui doit le payer, il va dire bah non, moi j'ai des trucs qui marchent très bien, pourquoi je mettrais 20 mètres des habitations, quelque chose qui va pas bien marcher, qui va être pénible et qui va me coûter cher. C'est où le modèle économique qui dit, dans la commune, le maire, il aide l'agriculteur à acheter ces robots-là pour que, du coup, ils protègent les riverains et que, du coup, ils permettent sur une bande un autre modèle d'agriculture d'exister. Vous n'en avez jamais entendu parler. Donc, toutes ces questions-là, qui sont des questions de société, sont des choix sur les pilotages de l'agriculture, on ne les voit pas apparaître. Ah, évidemment, on ne commence pas par ceux-là, mais c'est ceux-là qui sont enviables. C'est ceux-là qu'il faut qu'on arrive à faire émerger. Et derrière, on bute sur le modèle économique qui paye. Est-ce que c'est normal que quelqu'un paye pour ne pas être exposé aux pesticides? Est-ce que c'est normal de payer les agriculteurs pour couvrir des services écosystémiques? Ou est-ce que ce n'est pas déjà dans l'outil même qui devrait se faire ça naturellement? Moi, si mon ado, il ne veut plus débarrasser la table et ranger sa chambre, est-ce que j'ai envie de commencer par augmenter son argent de poche? Et après, juste pour compléter sur la diversité des outils que j'ai montré aussi, tu vois, quand tu dis, voilà, il faut, est-ce que ce type d'agriculture est
est soutenable, ou en tout cas va dans le sens d'une sobriété, j'ai envie de te dire, tout dépend là où tu vas chercher, quoi. Je veux dire, si tu vas juste mettre effectivement quelques capteurs low-tech dans le sol pour mesurer un taux d'humidité, why not, quoi. Si tu balances des bardés de robots, c'est pas la même question, quoi. Mais tout dépend de ce que tu veux faire. Il y a plusieurs trajectoires de numérisation. Du coup, moi j'avais une question, remarque qui rebondit un peu sur la dernière chose que tu viens de dire, Corentin. C'est en gros, si je résume ce que moi j'ai retenu de votre présentation par rapport à la question qu'on posait au départ, c'est que vous dites que le numérique pourrait être un outil très puissant, un levier majeur pour aller dans le sens d'une transition agroécologique, mais qu'aujourd'hui, il faut définir que c'est le but du numérique, et qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Mais du coup, moi c'est une remarque question, une question avec la réponse dedans peut-être, mais vous aurez le droit de contredire. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, le verre est dans le fruit du fait que le numérique est quand même basé sur l'aspect tech? On est plutôt dans un monde high-tech, donc qui pousserait plutôt à aller vers du high-tech. Et donc tu évoquais tout à l'heure du numérique low-tech ou des choses comme ça qui pourraient être potentiellement plus compatibles, en tout cas avec une certaine forme d'agroécologie. Et donc est-ce qu'on voit émerger des choses, même si elles sont encore très, très pionnières, très, très innovantes, etc., qui iraient dans ce sens-là, ou finalement, est-ce que, comme tu le disais, je sais plus si c'était Xavier ou Corentin, finalement, le monde du agritech aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes qui avaient développé des solutions pour le monde de l'industrie et qui sont en train de voir comment le transposer sur une autre forme d'industrie. Voilà. C'était ma première question, et j'en ai une deuxième qui est potentiellement liée, mais pas forcément, sur le rôle de l'ingénieur agro là-dedans. Finalement, à quoi il sert pour vous dans ce monde-là, et finalement, comment est-ce que l'ingénieur agronome peut justement aider à donner ses orientations, quels obstacles il doit être amené à lever d'après vous? Je vais apporter. Ouais, ok. Juste quelques éléments de réponse, que effectivement, c'est des choses dont on avait déjà parlé. Une des choses que, encore une fois, j'ai vu dans la littérature de sociaux, c'est de dire que les technologies, elles sont pas neutres. Et il y a un terme que j'aimais bien aussi, c'est que les technologies, elles n'existent pas, en fait, elles deviennent. C'est-à-dire qu'en fait, elles s'insèrent dans un écosystème, elles s'insèrent dans tout un écosystème de valeurs, de pratiques, un écosystème politique, etc. Et du coup, en fait, est-ce que c'est la- comment dire, le développement de ces technologies qui pousse à la mise en place de réglementations plus propices à ces technologies, ou est-ce que, à l'inverse, du coup, les technologies apparaissent parce qu'il y a une réglementation plus simple? En fait, je pense qu'il y a les deux. Et c'est sûr que pour l'instant, ce qu'on voit plus apparaître, c'est des technologies qui sont vendues un peu plus comme high-tech. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'encore une fois, quand tu regardes l'adoption sur le terrain, en fait, finalement, tu n'as pas tant de choses que ça, quoi. Là, sur la robotique, il n'y a que les robots de traite pour l'instant qui sont utilisés, parce qu'en fait, le modèle économique, il fonctionne pas, quoi. Enfin, en viticulture, ça peut fonctionner pour des grandes maisons de champagne, des grandes maisons viticoles qui ont des cultures à grosse valeur ajoutée, qui peuvent se payer ça, pour parfois des tests, hein, même pas juste pour acheter. Mais sur le reste, en fait, c'est juste pas faisable, quoi. Même sur toutes les expérimentations qu'on voit en maraîchage ou autre, en fait, c'est des prêts de robots, c'est des locations de robots, c'est pas des gens qui vont acheter ça, quoi. C'est pas possible. Après, le prix des robots va continuer à diminuer, mais ce que j'appelais alors, le, low-tech par rapport à high-tech, enfin, la définition elle est un peu floue, mais effectivement, c'est des technologies, on va dire, sobres, frugales, mais en tout, c'est-à-dire que en quantité de données que tu vas collecter, en matériel que tu vas utiliser, en énergie que tu vas utiliser, enfin, je ne sais pas te dire cette technologie high-tech, celle-là, elle est low-tech, mais du coup, c'est plus de dire, tu vas envoyer peu de données, tu vas être peu consommateur en énergie, tu vas juste prendre la donnée qui t'intéresse et tu vas envoyer que celle-là, tu vas pas du coup aller sauvagement prendre tout ce que tu peux collecter. Voilà. Et donc, et sur le rôle de l'ingé agro, euh, moi je pense qu'on en parlait un peu sur les formations qui sont proposées, hein, sur le numérique agricole. Du coup, moi je viens d'une formation, enfin une des premières formations qui a été lancée sur le numérique en agriculture, agrotique à Montpellier, où effectivement là il y a quand même beaucoup sur les techniques et les méthodes de l'ingénieur, les outils, etc. Donc c'est très centré sur outils, méthodes, projets, et pas tant sur agronomie et agroécologie. Et donc du coup, moi je pense que ça manque. Enfin, clairement, le rôle de l'ingénieur, c'est de se rendre compte des grands enjeux effectivement de l'agriculture, et derrière de se dire, est-ce que le numérique est une solution? Oui, non. Et juste du coup d'avoir une vision un peu contrôlée, quoi. Parce que c'est sûr que quand on suit que les médias, les entreprises, etc., on a l'impression que c'est super, alors qu'en fait, il y a quand même à boire et à manger là-dedans, quoi. Et il y a des enjeux de société, enfin, qui sont énormes. En fait, c'est pas juste des enjeux techniques, il y a des enjeux de société, il y a des enjeux politiques. Enfin, il y a plein de trucs derrière, et il faut un peu les conscientiser, quoi.
Peut-être deux éléments par rapport à ta question, Florian. Moi, je ne sais pas si je fais une distinction low-tech, high-tech, enfin voilà. Euh, euh, Il y a, il y a la question de la taille du marché. Des gens vont aller sur le numérique. Si tu avais le choix de développer une application pour l'agriculture biologique et la même pour l'agriculture conventionnelle, laquelle des deux tu développes? Tu vois, tu vas pas développer pour la minorité, tu vas développer là où il y a de la masse de gens qui sont susceptibles d'acheter. Sauf Donc si le du marché est coup, moins concurrentiel. voilà. Donc du coup, je pense que la question elle est décalée. Elle est comment est-ce qu'on fait que des systèmes qui actuellement sont minoritaires prennent progressivement de plus en plus d'importance? Et donc les labels devraient aider à ça. Il y a une vraie réflexion sur combien il peut exister ou coexister d'agriculture à l'horizon 30 ans ou 50 ans. On voit qu'on a des difficultés à faire coexister trois modèles d'agriculture. Un modèle conventionnel qui utiliserait la chimie, la mécanisation, qui serait pour un marché mondialisé où seul le critère économique compte. Et puis voilà, ça fait pour le moins cher possible pour le marché mondial. Et puis une autre agriculture qui devrait être agroécologique, qui devrait être plus respectueuse des dimensions de la planète. Et puis après, une agriculture biologique qui serait pour encore d'autres personnes. On voit que c'est difficile cette partition. Donc l'idée, c'est qu'en fait, à la fin, il peut exister que deux formes d'agriculture. Et donc dans un cas, en fait, on a un conventionnel, optimisé, agriculture de précision et du bio. Ça, c'est le modèle actuel et c'est la direction que l'on prend. On en a un autre où en fait, on garde une distinction dans des modèles peut-être zéro pesticide et où toute agriculture conventionnelle bascule en agroécologie. Évidemment, c'est ce modèle-là qu'on voudrait, mais ça nécessite qu'on amène beaucoup d'outils pour arriver à ce résultat-là. Et donc, le numérique a toute sa place et du coup, les agronomes. Si on est sur des actions curatives où en fait, chaque fois qu'il y a un problème, on a une solution chimique pour le résoudre, finalement, il n'y a pas besoin d'être très malin. Il suffit de trouver que la bestiole est présente et bingo, on sort son pulvé. Si demain on dit on n'a pas le droit de pulvériser et il faut avoir fait tout par des actions prophylactiques et donc mis en place un système dans lequel le système lui-même est capable de se protéger contre l'arrivée du ravageur et où dans lequel en fait on le pilote à travers une trajectoire de dynamique où on amène juste peut-être quelques auxiliaires et puis ça suffit pour le maintenir en dessous d'un seuil, puis après il va disparaître naturellement. On voit qu'en fait on est sur des pilotages très fins et donc toutes les actions préventives, elles nécessitent beaucoup d'informations, beaucoup d'observations. Et donc ça, sans le numérique, on n'y arrivera pas. Et donc il y a vraiment une place. Alors après, qu'il soit low-tech ou qu'il soit high-tech, je pense que je ne fais pas la distinction. En revanche, effectivement, la question de l'énergie est majeure. Actuellement, l'informatique, c'est 11% ou 13% de l'utilisation de l'énergie de la planète qui part dans l'informatique parce qu'on est en train de faire un monde virtuel. Demain, on pense qu'en agriculture, il y aura, je ne sais plus combien, 4 milliards d'objets connectés, quelque chose comme ça. Donc de la consommation d'énergie, il va y en avoir plein. Pourquoi faire, quoi? Voilà. Et donc du coup, en fait, je pense que la vraie question, elle est sur qu'attend le consommateur. Si le consommateur, il achète la valeur non marchande des produits, le fait que ce soit des agriculteurs qui aient pensé à mettre des bandes fleuries ou des choses comme ça, et ben effectivement, peut faire basculer toute l'agriculture conventionnelle vers une agriculture qui est peut-être plus agroécologique. Je ne sais pas si elle est agroécologique, mais enfin, en tout cas, elle aura un certain nombre de qualités qu'elle n'a pas actuellement. Et ça passe par le choix du consommateur et donc la capacité du consommateur à avoir l'information et du coup à faire la décision, quoi. Parce que l'agriculteur, il fera ce qu'on lui achètera à la fin. Voilà. Moi, j'avais juste une autre question aussi sur les ressources. En fait, vous avez parlé des ressources en énergie pour faire tourner les appareils numériques, mais quand on sait que un processeur c'est fabriqué avec des terres rares, que c'est nettoyé avec des eaux très pures, etc., etc. Est-ce qu'on a des idées des impacts de la fabrication de tous ces outils-là sur les ressources qu'on a déjà sur la planète et éventuellement les surfaces que ça viendrait piquer à une autre utilisation, genre l'agriculture ou... Sur la partie, enfin, moi je te parle vraiment que sur la partie agritech. Du coup, moi déjà pour moi, il y a très peu d'évaluations qui existent, donc ça c'est effectivement un problème. Par contre, si on essaye de prendre un peu de recul, la question elle est de se dire sur, par exemple, l'empreinte environnementale d'un produit ou enfin d'un produit. Alors déjà, tout dépend comment est-ce que tu le calcules. Est-ce que tu le calcules par kilo? Est-ce que tu le calcules par kilocalorie? Est-ce que tu le calcules? Enfin, tout dépend effectivement comment tu calcules déjà. Donc, enfin, l'objectif est compliqué. Mais c'est de se dire, du coup, est-ce que si tu rajoutes un GPS ou des capteurs, est-ce que ça va vraiment changer la donne pour 1 kilo je sais pas, de tomates que tu produis, quoi. Ouais, ça, je sais pas. Enfin, l'enjeu principal du numérique actuellement,
c'est quand même principalement sur le numérique grand public. Enfin, si tu regardes, du coup, tu as plein d'infographies qui sont sorties, mais genre les usages principaux d'Internet et la consommation d'Internet, c'est le streaming, le porno et les films, quoi. Enfin, je veux dire, du coup, c'est ça. Et donc, du coup, de se dire, est-ce que le fait de mettre de l'agroéquipement, du numérique en agriculture, est-ce que c'est ça qui va changer la donne sur le numérique global? Bah, je pense pas. Du coup, enfin, tout dépend encore une fois à usage constant, quoi. Euh, le problème, c'est toujours à partir du moment où tu vas mettre en place plus de numérique, qu'est-ce que tu vas ouvrir? Est-ce que du coup le numérique va appeler de nouveaux numériques? Si tu ouvres la 5G en agriculture, bah, du coup, potentiellement, tu vas avoir plein d'enjeux de latence qui vont être réglés, etc. Tu vas pouvoir faire du temps réel beaucoup plus facilement. Et du coup, tu vas vouloir mettre de plus en plus de capteurs partout, collecter plein de données pour en faire quoi, on ne sait pas. Mais du coup, l'enjeu, il est là, quoi. Enfin, pour moi, c'est toujours ordre de grandeur, quoi. Est-ce que ce qu'on va rajouter par rapport au grand public, bah, je ne sais pas si c'est. Mais je suis d'accord, juste pour finir, de dire sur. Il y a une question beaucoup sur le numérique responsable qui se demande, du coup, si on considère que le numérique, c'est une ressource en tant que telle, qu'on a besoin de numérique pour faire tourner certaines choses, comme le service public de drogue, bah, du coup, où est-ce qu'on alloue effectivement cette ressource-là? Est-ce qu'on l'alloue à l'agriculture? Est-ce qu'on l'alloue. Je ne sais pas, mais en tout cas. La question se pose. Bon, je pense qu'effectivement, il y a une réelle nécessité d'investir dans l'analyse des cycles de vie, hein. Après, donc, c'est pas spécifique de l'agriculture, je reprends ce que dit Corentin. Après, je pense qu'on est encore dans un monde d'opulence. Personne s'est posé la question de savoir s'il fallait recycler nos vieux téléphones et autres, quoi. Enfin, ça commence tout juste. Donc, ça veut dire que des terres rares, il y en a encore suffisamment. On n'a pas besoin d'aller réutiliser celles qu'on avait déjà. Le jour où on va lancer le système de recyclage de tous ces appareils-là, on a pas mal de marge de manœuvre pour faire fonctionner un fond de roulement, quoi. Voilà. Donc ça, c'est peut-être ça. Alors après, les scientifiques sont très intéressés par cette question. Est-ce qu'il vaut mieux un calcul au niveau de chaque capteur qui va consommer un peu d'énergie, mais du coup, le capteur, il envoie que la synthèse du calcul, versus il envoie toutes les données brutes qui doivent finir dans un serveur qui va lui-même faire le calcul. Donc là, il y a plein de travaux sur comment est-ce qu'on optimise les réseaux, où est-ce qu'on fait les calculs, quel type de calcul on a besoin de faire. Et moi, je pense qu'il y a plein de cas où on n'a pas commencé à réfléchir sur l'optimisation de ces systèmes. Ce que je dis sur la reconnaissance de ravageurs en agriculture, pour l'instant, tous les systèmes qui sont proposés, ils sont issus d'une analyse d'image. Et donc, on envoie une image qui est un truc hyper compliqué, qui fait 5 mégas. Ça finit dans un serveur qui va dire, ah oui, oui, là-dessus, il y a une mouche. Oui, tiens, c'est sympa. Est-ce qu'on avait besoin d'avoir tout ce travail-là pour savoir qu'en fait, il y avait un machin à 6 pattes qui pèse tant, qui s'est posé à un moment sur une surface jaune quelque part sous une serre? On peut le faire autrement avec des trucs en 2D où il y a très très peu d'informations et on dit ouais, il y a des chances à 80% que ce soit une mouche qui soit posée à tel endroit. Donc on n'a pas commencé à réfléchir sur la question de l'optimisation. Voilà. L'intérêt que je vois juste en agriculture là-dessus, alors je ne sais pas si c'est un intérêt ou quelque chose qui nous arrive un peu dessus, c'est de dire que de toute façon, vu le prix du service, je pense qu'il y a un moment, on sera obligé de se poser ces questions-là en agriculture, parce que du coup, les services, on est obligé de les faire pas trop cher. Et puis, pour des enjeux de connectivité dans les parcelles, en fait, de toute façon, si tu passes avec un tracteur embarqué, enfin un tracteur et une caméra embarquée, que tu prends tu prends un flux vidéo avec plein d'images, de toute façon, tu ne pourras pas envoyer ces données parce que du coup, tu n'as pas la connectivité pour ça, quoi. Donc, de toute façon, tu es obligé un peu indirectement de synthétiser un peu l'information si vous l'envoyez, enfin, par rapport à d'autres technologies qu'on peut voir en grand public, quoi. Des voitures autonomes ou autres, où là, ils n'ont pas ce problème-là, quoi. Il y avait une société qui s'appelait Airinov qui faisait de la cartographie de parcelles avec des drones et elle a mis l'accès sous la porte en fait. Pour une raison simple, c'est que la même information existait au niveau satellitaire, elle était fournie gratuitement, alors à une échelle qui était moins précise, mais il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose qui soit centimétrique pour décider comment répartir son troisième apport d'azote. Donc là aussi, il y a des évolutions et des choix technologiques, et donc on pense qu'une partie des startups, elles se sont faites sur des modèles économiques qui sont très fragiles, où le gain n'est pas compensé par ce que ça coûte pour la société et où ce que ça génère comme chiffre d'affaires, et où en fait la seule chose qui peut derrière arriver, c'est que soit ils se restructurent, soit ils disparaissent en fait. Moi, j'avais juste une peut-être dernière question, vu qu'on arrive un peu à la fin du temps réglementaire, et puis pour continuer le teasing, du coup, on continuera l'échange de toute façon dans le podcast, mais simplement sur les données, qui me paraît être une question aussi assez essentielle, tant sur l'accès aux données et la transformation des données. Vous en avez un petit peu parlé, mais quelle est la situation, enfin, quelle est votre vue aujourd'hui de la situation en termes de la place notamment de l'agriculteur par rapport aux données qu'il peut générer via son système? Et donc à la fois, je sais pas, de mon point de vue, je vois à la fois cette question de comment cette donnée est récupérée et ensuite comment est-ce qu'elle est transformée. Et oui, la place, est-ce que l'agriculteur a accès ou pas à ce processus facilement aujourd'hui ou pas du tout?
Je pose peut-être la question de manière très simpliste, mais ça me semble une question importante sur l'accès aux données. Je sais pas si Charles veut répondre à cette question. Non, je rigole. Non, juste tu parles un peu du coup de questions de propriété, de gouvernance, Oui, pardon, etc. de propriété intellectuelle et de. Ouais, ouais. Non, mais ça, effectivement, c'est des questions qui sont compliquées. Alors, comment dire, moi, c'est des questions de manière générale sur lesquelles je suis assez mal à l'aise parce que du coup, il y a effectivement beaucoup de buzz autour de comment va être utilisée la donnée, etc. Pour l'instant, moi, quand je vois le type de données qui sont remontées, je suis pas forcément très inquiet parce que pour moi, c'est pas des données toujours très intéressantes qui sont remontées. On travaille beaucoup sur des données réglementaires, etc., mais sur des données agronomiques, finalement, pour moi, on remonte assez peu de choses. Donc, du coup, moi, je suis pas très inquiet sur ce big data de données remontées, quoi. Après, les questions en ce moment, il y a effectivement la question du RGPD là, qui est traitée sur les données personnelles. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver ou arrive sur l'utilisation des données non personnelles, le Data Governance Act. Et ça, c'est des choses pour moi aussi qui sont intéressantes à regarder parce que il y a la grande majorité des données, en fait, c'est des données qui sont non personnelles. Et du coup, en agriculture, pour moi, c'est pas évident de savoir quand on collecte des données, par exemple avec un capteur embarqué ou autre, est-ce que c'est des données qui sont du coup la limite de la non-personnalité ou pas, vu que on est capable potentiellement, avec une localisation GPS, de repositionner un peu la parcelle d'information. Est-ce que du coup, c'est pas finalement des données un peu personnelles qu'on observe? Mais pour l'instant, moi, quand je travaille avec des clients et quand je vois les données qu'ils ont à disposition, et qu'il y a des gens qui veulent travailler, par exemple, sur de la modélisation de rotation culturelle, sur des services de modélisation, etc. Je me dis, mais en fait, vous voulez faire quoi avec les données que vous avez, quoi? Vous avez genre juste, vous avez des données réglementaires, des données un peu d'intervention, mais vous n'avez pas de données de production, vous n'avez pas de données de date de SMI, vous n'avez pas qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, quoi? Et du coup, moi, je suis pas très inquiet pour le moment. Alors, j'ai l'impression que c'est le buzz de beaucoup de monde, mais moi, ça m'inquiète pas plus que ça, quoi. Et pour moi, c'est pas un frein, c'est-à-dire que du coup, pour l'instant, actuellement, genre le fait de dire les outils numériques, ils sont pas assez déployés parce qu'il y a ce sujet de propriété de gouvernance qui est trop demandé. Moi, sur le terrain, en tout cas quand je discute avec les gens, moi, c'est pas ce que je vois, quoi. Pour moi, c'est plus une question de ce que je présentais comme frein, d'utilité de l'outil, de visibilité de l'offre, etc. Et pour moi, c'est pas un frein principal. Il y a des enjeux, bien sûr, il y a des gens qui travaillent dessus, sur la gestion des contrats, le consentement à partager la donnée, quand est-ce que je la récupère, qui j'autorise à utiliser mes données. Bien sûr, ça, c'est des gens qui travaillent dessus. Mais je j'arrive pas à moi à voir ça comme un frein pour l'instant, quoi. Moi, je pense que si la valeur elle est partagée, il n'y a pas vraiment de difficulté. La question, effectivement, elle est sur le partage de la valeur. Et donc ça, c'est pas forcément très clair. Et donc juste, ça m'évoque deux choses. La première, c'est quand on met des capteurs sur un agroéquipement, on peut imaginer trois choses. La première, c'est qu'effectivement, ça finit sur un tableau de bord dans le tracteur et l'agriculteur, il voit qu'il appuie trop fort et qu'il faut qu'il règle autrement sa machine. On peut imaginer que c'est quelque chose qui est envoyé quelque part et que de temps en temps, quand on fait le bilan de la machine, on dit ah bah tiens, chez vous, attention, vous devriez avoir un autre réglage, vous n'êtes pas forcément optimal. Et donc, on lui donne un conseil qu'il peut intégrer sur un pas de tampulon. Et puis le troisième, c'est que ce soit un capteur qui mesure juste l'usure des pièces. Et en fait, c'est le constructeur qui fait ça pour avoir l'info, pour faire évoluer ses machines. Mais l'agriculteur, lui, il aura zéro retour sur investissement. Et on voit bien que selon ces gradations-là, c'est pas les mêmes périmètres et c'est pas la même logique ou la même cohérence. Et c'est très difficile actuellement de savoir, quand il y a un capteur sur une machine, laquelle de ces trois causes y sert. Voilà. Donc, il n'y a pas de transparence par rapport à ça. Peut-être l'autre piste, c'est qu'en fait, les données, elles ont une valeur instantanée, mais aussi elles ont sans doute une valeur qui peut augmenter au cours du temps. À titre personnel, on a renumérisé tous les avertissements agricoles depuis 1950 pour pouvoir refaire l'historique de la présence des ravageurs dans les cultures. Et en fait, on pense qu'une partie de l'information, elle est valide d'une année sur l'autre. On n'a pas forcément besoin de reprendre la mesure pour pouvoir accéder à l'information, peut-être réutiliser à 80% l'information qui est déjà existante pour pouvoir. Donc, la question de la réutilisation des données et donc de leur disponibilité est sans doute une vraie interrogation sur laquelle il n'y a pas forcément toutes les réponses qui sont apportées actuellement. Très bien, ben merci. Je crois que ce sera le mot de la fin, puisqu'il est 14 h, il va falloir qu'on libère la place. Merci encore à Xavier et Corentin pour le temps consacré, etc. Et puis, je vous invite tous à aller podcaster l'échange qu'on va avoir un peu plus tard dans l'après-midi, puisqu'on essaiera de développer certains des sujets qu'on a eu le temps que de survoler très rapidement aujourd'hui. Merci. Merci à vous tous.